appeler ignorants, qu'ils veulent appeler, comment il a dit Gaïd, Mugharrar bihim, voilà, alors que c'est un peuple qui manifeste chaque jour et l'un des slogans les plus repris c'est Macron dégage, Trump dégage, donc toute puissance étrangère ne doit plus rien avoir avec la gestion de nos richesses et de notre pays. Donc la place de l'Algérie avec ses voisins au Maghreb, Afrique du Nord, ses rapports avec l'extérieur, l'Europe, l'Occident, la Russie, également sont des dimensions qui sont très importantes pour la compréhension de des perspectives que nous voulons donner à ce mouvement. Bien sûr, une chose sur laquelle on s'entend tous, c'est que le principal responsable, c'est ce pouvoir que nous voulons tous dégager, parce que celui qui fait partie du problème ne peut pas faire partie de la solution. Changer et pas dégager. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par la nuance? Oui, on voudrait bien le voir aujourd'hui. Donc, on passe la parole directement au public. Samir, tu veux apporter quelque chose? Voilà, le public. Donc, la liste pour vous inscrire, elle a déjà été ouverte chez Ahmed Ben Barkan. Ceux qui veulent intervenir, allez-y. Ahmed, tu prends le... Oui. Ahmed, je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants. Pour le moment, on a une quinzaine d'intervenants. Oui. D'inscrits. Voilà. Oui, bien sûr. Ceux qui veulent encore s'inscrire, c'est auprès de nos amis, pour gérer le débat. Voilà, on commence. Donc, on fait une série de 4 intervenants. Donc, j'appelle Irji, Zaidi, Atmani Kamal, Afrit. Alors, M. Ben Bitour vous dit qu'il voudrait bien qu'on prenne 3 intervenants. Si vous voulez, 3-3, okay. Une série de 3 questions. Et alors, pour bien gérer aussi et pour être juste, parce que vous savez, au début, on donne beaucoup de temps de parole aux premiers, et puis les derniers, on leur donne 2 minutes. Dès le début, donc, essayez d'intervenir en 3 minutes, pas plus, il ne faut pas que ça excède pour que vous laissiez la chance aux autres. Allez-y, le premier. Merci. Azul Felaoun, bonjour. Aslama, M. Ben Bitour. J'ai apprécié votre intervention avec Rezali sur chaîne 3. Là, vous étiez beaucoup plus précis, plus condensé pour une feuille de route de sortie de crise. Vous avez mis en avant la dimension économique urgente qui actuellement est prise dans l'euphorie générale de la révolution. Je dis révolution et non pas Irak. Et donc là, il y a urgence à y aller de l'avant rapidement. Je reprends ce que vous avez dit, donc géostratégie, et j'ai relevé savoir, technologie et sciences. Voilà, donc la maîtrise du savoir. Alhamdoulilah, c'est facile avec le MTI, avec etc. etc. Hein. L'intelligence artificielle. La dernière fois, quand je suis venu pour la première fois, j'ai parlé de ça. Voilà l'arme. L'arme qui est dans la main de tout le monde. 2. La question géostratégique, vous n'avez pas assez bien développé quelle est la place de l'Algérie, quelles seraient ses actions possibles avec ce mouvement, avec l'espace nord-africain. Ensuite, vous avez développé donc pour la question nationale, etc. Vous avez parlé de militarisation. Actuellement, tout le mouvement... Oui, militarisation. J'ai bien fait de dire ça. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait par rapport à des personnes. Alors que l'action, c'est nous qui menons l'action et c'est eux qui réagissent. Démilitarisons, faisons ce qu'on a à faire, sans tenir compte de ce qu'ils peuvent bien penser. Je crois que c'est le meilleur moyen d'aller vite, et je reviens encore à cet instrument. Il peut être utilisé à bon escient, comme il peut être aussi notre propre destruction, l'outil de notre destruction. Monsieur Ben Bitour, moi je reviendrai immédiatement à la question essentielle. N'est-il pas temps de taper dans la fourmilière? Il nous reste que 2 ans. Sinon, on va aller droit dans le bassin. Si le peuple a faim, quelle que soit l'intelligence, quel que soit le truc, il n'écoutera plus personne. Que faut-il faire rapidement pour aller de l'avant et nous sortir du piège qui nous pend au nez, qu'on ignore, qui est celui de la question économique, urgente. Aujourd'hui, à Alger, il y a des personnes qui se réunissent pour faire une proposition. Mais parallèlement, ne pensez-vous pas qu'il faille immédiatement lancer la question économique et des problèmes financiers, etc., etc. Merci beaucoup.
Sabah khair alaikum. Monsieur Bembitour, moi, l'économie, c'est pas ma tasse de thé. Donc je vais vous poser une question sur l'autre volet que vous avez un peu survolé. Alors ce matin, dans la presse, Ahmed Bembitour, ancien chef du gouvernement, je serai disposé pour aider d'une manière ou d'une autre à faire réussir la période de transition, mais pas nécessairement être membre de la direction. Plus loin, vous dites, des personnes viennent me voir régulièrement pour me dire que nous avons besoin de vous, mais aucune institution gouvernementale n'a pris contact avec moi. Alors, première question. Quand vous dites pas nécessairement, vous ne dites pas jamais être dans la transition. Vous dites des personnes sont venues me voir, je vous pose la question. Ce n'est pas les institutions, c'est les personnes. Est-ce que M. Gaïd Sadah est venu vous voir? Deuxième question. Est-ce que, si vous êtes dans la transition, est-ce que vous n'avez pas peur d'être victime du syndrome Irhalouga, vu que vous avez été un membre dirigeant de ce pays durant le Bouteflika? Même si pour ceux qui disaient après Bouteflika, le niveau de Bouteflika. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur que la rue sorte et dise M. Bembitour dehors? Merci. Zulf Laouen, bonjour à toutes et à tous. Premièrement, je veux remercier M. Bembitour qui a voulu venir et débattre avec la communauté universitaire et la société civile de Béjaïa. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, dans la première partie de votre intervention, vous avez évoqué le concept de localisation. Et vous l'avez présenté comme étant un risque pour l'organisation des États. Et vous avez donné même l'exemple de la Syrie et de la Libye. Est-ce que par là, vous faites allusion aux problèmes d'ordre identitaire qui se posent actuellement en Algérie, notamment un parti politique qui plaide pour l'autonomie et l'indépendance de la Kabylie? Donc ça, c'est la première question. Bien sûr, la deuxième question, elle a une relation aussi avec la première. Si vous serez demain, par exemple, président ou bien membre du groupe qui gère la transition du pays, est-ce que vous serez favorable pour la centralisation ou bien pour la centralisation ou bien la décentralisation? C'est ce qu'on appelle le fédéralisme. La troisième question, votre nom il est cité notamment dans les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, comme étant une figure emblématique qui peut gérer la période de transition. Mais il y a ceux qui sont contre en disant que M. Bembitour il a fait partie déjà du système. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se plaignent de cet état de fait? Donc, la dernière question, vous n'avez pas vraiment donné une solution pour une sortie de crise salutaire. C'est vrai que votre intervention s'est penchée beaucoup plus sur le plan économique. Donc, ma question, est-ce que vous êtes favorable pour une sortie de crise constitutionnelle, politique ou bien un mélange des deux? Voilà, donc une solution pour la sortie de crise que vit notre pays actuellement. Et merci. Merci à nos chers intervenants. Monsieur Bembitour, à vous la parole. Okay. Donc, la première question, on a parlé de la dimension économique. Comme vous savez, nous sommes une économie qui dépend essentiellement des exportations d'hydrocarbures dans ses relations avec l'extérieur. On donne les chiffres de 98%, mais les 2%, c'est quoi? C'est des minerais. De toutes les façons, on n'exporte pas notre travail, on n'exporte que nos richesses. Ça, il faut bien le garder à l'esprit. Or, il se trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en baisse de production des hydrocarbures depuis 2006.
depuis 2014, il y a encore les prix qui ont baissé, ce qui fait qu'on est en baisse et des prix et des quantités. Et ceux qui font le calcul, pas les mathématiques, savent que lorsque ces deux variables qui baissent, c'est une accélération de la baisse. Et effectivement, nous sommes dans une accélération de la baisse. Il va se trouver qu'en 2021, nos réserves de change seront totalement ponctionnées. Et nos recettes d'exportation ne couvriront qu'une partie de nos besoins d'importation. Et là, ça va être la pénurie. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne pourra pas échapper à une situation d'austérité entre 2020 et 2024 au moins. Parce que quelle que soit la qualité d'un programme, quelle que soit la compétence de ceux qui le mettent en œuvre, vous ne pouvez pas avoir les premières solutions en moins de 5 ans. Donc il faut bien comprendre que si demain on veut aller vers la solution, ça me permettrait de répondre aussi à d'autres questions en même temps, si on veut aller à la solution, il faut qu'il y ait une parfaite concordance entre la population et les gouvernants. Parce qu'il faudrait qu'ensemble, on accepte de passer par une période d'austérité. Ça, c'est le premier élément qu'il faut garder. Donc voilà le problème économique. Bien sûr, il y a des solutions. Je reviendrai parce qu'il y a une autre question qui parle des solutions, je crois. Quelle est la place dans l'environnement international? Bon, l'Algérie a une position géostratégique fondamentale. Gardez à l'esprit quand même que lorsque l'Algérie a été colonisée, tous les pays de la région ont été colonisés. Et lorsque l'Algérie a lancé sa révolution d'indépendance nationale, tous les pays de la région en ont bénéficié grâce à la révolution algérienne. Ça, c'est un élément fondamental, historique. Il y a aussi la position géostratégique de l'Algérie, parce que nous sommes quand même une partie importante de la Méditerranée. Nous nous trouvons au sud de l'Europe et nous sommes, si vous voulez, un tampon entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique d'une manière générale et l'Europe. Donc nous avons une position géostratégique fondamentale. Il se trouve que malheureusement, nos gouvernants n'ont pas su profiter de cette position géostratégique fondamentale pour qu'on ait, sur le plan international, la place que nous devions avoir. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est là le vrai problème. Donc, il y a une opportunité maintenant, et bien sûr, comme je l'ai expliqué, les conditions pour qu'on profite de cette opportunité, c'est qu'il y ait une gouvernance et des gouvernants qui sont d'un autre profil et d'un autre niveau. La marche, je pense encore une fois que c'est quelque chose qui n'était pas attendu. Moi, j'avais parlé justement de l'explosion de la rue, mais Dieu merci, il n'y a pas eu explosion de la rue, mais il y a au contraire une marche bien organisée, avec une maintenance maintenant, puisqu'on est là depuis plusieurs semaines et ça marche très bien. Mais, je le répète encore une fois, comme je l'ai dit à plusieurs occasions, il faut absolument arriver à ce qu'il y ait un objectif un peu plus précis que celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans les noms. Je voudrais juste vous citer l'expérience de Tunis et du Caire en 2011. L'expérience de Tunis et du Caire en 2011 a montré que lorsque la population s'installe à un endroit stratégique de la capitale, même si elle n'a pas de programme, même si elle n'a pas de leadership, elle est capable de faire partir le chef de l'État. Mais justement, par le fait qu'elle n'ait pas de programme et qu'elle n'ait pas de leadership, elle n'est pas capable de réaliser le changement. Et notre marche a réussi déjà un premier résultat, puisqu'elle a fait partir le chef de l'État. C'est bon. Maintenant, il faut arriver au changement. Et pour arriver au changement, il faut absolument définir ce qu'on entend par changement, comment le réaliser, et donc négocier donc, la réalisation de ce changement. Donc ça, c'est indispensable. Bon, alors, que les choses soient claires. Quand je dis je n'ai pas eu de contact avec les tenants du pouvoir, ça veut dire aussi avec les personnes. Parce que je ne vais pas avoir contact avec les murs du pouvoir. Si j'avais eu contact, ce serait avec les personnes. Donc, que tout soit clair, je n'ai reçu personne. Moi, je ne vais pas chez les gens, y compris les ambassadeurs. Les ambassadeurs des pays étrangers demandent à me rencontrer. Je leur dis toujours,
venez prendre un café à la maison, bienvenue, pour que j'aille dans votre bureau, pas question. Et c'est valable aussi pour tous ceux qui sont responsables. Donc si un responsable vient, il vient à la maison. Donc ils ne sont pas venus. Et quand je parlais de personnes, je parlais des individus, des gens qui viennent me demander, s'il vous plaît, etc., etc. Nous avons besoin de votre savoir, si vous pouvez vous mobiliser. Et je le réponds toujours comme j'ai toujours répondu. Donc je suis prêt à apporter mon savoir au service des gens, mais je ne voudrais pas m'imposer comme étant celui qui les dirige. Ça, que les choses soient claires. Mais je serai prêt à faire tous les efforts nécessaires pour que puisse les aider à d'abord définir une plateforme nécessaire et comment négocier les moyens pour y arriver. Donc c'est pas. Alors, fusible membre du gouvernement. Je voudrais rappeler seulement un certain nombre de choses. Il faut faire la différence entre un membre du gouvernement et un appartenant au système. D'accord? Moi, je ne suis pas arrivé au gouvernement avec Bouteflika. D'accord? On m'a proposé déjà, à la fin des années 80, d'être au gouvernement et j'avais dit que je n'acceptais pas. Quand c'est Mohamed Boudef, est arrivé, donc j'ai été appelé à être dans le gouvernement pour assurer la coordination entre la présidence et le gouvernement, parce que c'est Mohamed Boudef, quand il est arrivé, c'est pas lui qui a formé le gouvernement, donc il m'a demandé donc de me trouver dans le gouvernement. Je me suis trouvé dans le gouvernement. Or, en arrivant au gouvernement, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un service du ratio de la dette qui est de 86%. C'est-à-dire, quand on reçoit $100 de recettes, on laisse $86 pour la dette. Et il ne restait que $14 pour gérer tous les besoins du pays. Et donc, c'est pour ça qu'on était entré dans un système d'endettement qui faisait que chaque année, la dette devient plus courte, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à 3 ans où c'était impossible. Le premier trimestre 94, on était à 114%. Ça veut dire, lorsque nous recevons $100 de recettes d'exportation d'hydrocarbures, hors hydrocarbures et services, il fallait trouver encore $14 ailleurs pour payer la dette. Et donc, il fallait aller au rééchelonnement de la dette. Il faut bien comprendre. Et donc, il a fallu faire ce rééchelonnement de la dette, ce qui m'a amené à rester dans 5 gouvernements consécutifs pour assurer les équilibres financiers du pays. Et lorsque j'avais terminé ma mission dans les équilibres financiers, vous le voyez bien que le pays, depuis 1994, n'a jamais eu de problème financier. J'ai proposé une restructuration du système bancaire qui a été refusée par le chef du gouvernement, ce qui m'a amené à quitter le gouvernement en 1996. Donc, ce n'est pas la première fois en 2000 que j'ai quitté le gouvernement, je l'ai déjà quitté en 1996. Ensuite, lorsque le président Zerwal a décidé des élections présidentielles anticipées, j'ai été invité à accepter le poste de chef de gouvernement. Et j'avais refusé parce que j'ai dit tout simplement, on ne va pas vers des élections, on va vers une désignation et donc je ne peux pas prendre la responsabilité de vendre. Parce qu'on va dire, vous êtes compétent, vous êtes cadre à l'étranger, à l'extérieur, donc si c'est vous le chef du gouvernement, ça va donner des résultats. J'ai dit non, je ne peux pas vendre les débris. On est dans les élections alors qu'on est dans la désignation. Et donc j'avais rejeté l'offre. Avec l'arrivée du président actuel, donc il a insisté pour que je sois avec lui dans le gouvernement en me disant clairement que lui va s'occuper de l'extérieur, moi de l'intérieur. Mais au bout de quelques mois, et lorsqu'il a voulu légiférer par ordonnance, ça veut dire que comme s'il n'y avait pas de gouvernement et comme s'il n'y avait pas de parlement, j'ai décidé de quitter. Voilà un peu, donc, alors s'il vous plaît, ne croyez pas que j'étais au service de qui que ce soit, j'étais dans le service de mon pays. J'ai eu à gérer les entreprises publiques, donc j'étais directeur général d'entreprises publiques, j'étais aussi inspecteur général des finances, j'étais dans l'administration. C'est tout à fait normal, je suis au service de mon pays et les promotions naturelles viennent lorsque vous avez la compétence. Je n'ai pas été promu par un parti politique, ni par une clique quelconque. C'était seulement les compétences et chaque fois, on a fait appel à moi, je ne suis jamais allé demander un poste quelconque. Je mets au défi tous ceux qui ont participé au pouvoir, s'ils peuvent dire qu'à un moment ou à un autre, je suis allé pour dire je voudrais être dans ce gouvernement. Au contraire, ça faisait toujours l'objet de négociations assez sévères
pour accepter, parce qu'il y avait des missions importantes pour le pays. Alors, la glocalisation et le problème identitaire. Effectivement, bon, la glocalisation, ça veut dire que c'est des gens qui veulent casser les pays en les mettant en petits morceaux. Et donc, ils peuvent trouver tous les instruments nécessaires qui leur permettent de faire. Donc, s'il n'y a pas une prise de conscience de ce qu'on entend par identitaire, on risque justement de tomber dans le piège de ceux qui veulent nous séparer. Donc, il faut bien comprendre cela. Donc, identitaire n'a rien à voir avec la séparation du pouvoir, la séparation du territoire. Nous sommes tous algériens, nous sommes tous amazigh, arabisés ou non arabisés, ça c'est l'histoire qui a fait que nous sommes comme ça, mais nous n'avons pas besoin de définir une région particulière qui soit celle qui est le porte-drapeau en dehors des autres. Peut-être le porte-drapeau, bien sûr, mais avec les autres, à côté des autres, oui, mais pas en dehors des autres. Centralisation, fédéralisme. Alors il faut bien comprendre, on parle souvent de fédéralisme. Quand on dit fédéralisme, ça veut dire que vous avez des gouvernements locaux et un gouvernement central fédéral, n'est-ce pas? Alors, imaginons un peu la fédération de quelqu'un de Annaba, par exemple, d'accord? Il arrive, lorsqu'on est un gouvernement fédéral, le ministre des Finances fédéral réunit les ministres des régions pour définir la loi de finances, n'est-ce pas? Et il y a des régions qui ont des excédents, d'autres qui ont des pénuries. Donc arrive le ministre des Finances de la région de comment ça s'appelle, Ouregla, et le ministre des Finances de la région d'Annaba. Il va lui dire, bon, si toi tu as le pétrole et les hydrocarbures, donc le gaz, etc., donc si tu as beaucoup de ressources, si tu peux m'en donner. Il va lui poser la question, tu couvres ton budget de combien? Et il va lui dire, je le couvre à 25%, donc j'ai besoin de 75%. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va répondre, si c'était 75 et tu as besoin de 25, je peux faire un geste, mais je ne peux pas faire 75 à la place de 25. Or, au jour d'aujourd'hui, nous avons un système de gouvernance centrale qui reçoit toutes les recettes et qui les distribue automatiquement à tout le monde. Donc, il faut bien garder à l'esprit que si on va dans un gouvernement fédéral, ça va pousser à ce qu'il y ait des États fédéraux qui sont beaucoup plus développés que les autres. Vous le savez très bien, si vous prenez le Canada, si vous prenez le gouvernement de l'Ontario ou le gouvernement de l'Est, il y a une très grande différence de niveau de vie entre les deux. Donc il faut bien comprendre, c'est très important, quand on parle de fédéralisme, il faut comprendre son mécanisme. Ce n'est pas un mécanisme qui va aller vers la justice sociale et la redistribution. Donc il faut faire attention. Est-ce qu'il y avait décentralisation. Donc, moi, voilà le programme. Moi, je propose qu'il y ait 15 pôles régionaux d'investissement. Les régions, ce sont les départements à l'indépendance. Chaque région commencera par une monographie de la région pour définir quelles sont les priorités de la région. Et on va mettre les systèmes d'investissement des banques d'affaires et pas de banques commerciales, c'est-à-dire des banques qui ne travailleront que sur l'investissement. Il n'y aura pas des clients qui ont un compte dans cette banque ou quoi que ce soit, spécialisés dans la gestion des investissements. Les bureaux d'études, bien sûr, pour faire les études de faisabilité des projets, et l'administration de gestion des investissements. Et donc, avec ces 15 régions, il y aura une décentralisation totale de la décision d'investissement dans la région. Ça, c'est le premier élément qu'il faut garder à l'esprit. Si quelqu'un vient investir dans les priorités, bien sûr, il aura des facilités, y compris financières. S'il n'est pas dans les priorités de la région, bien sûr qu'il va investir, qu'il aura toutes les facilités administratives, mais pas de facilités financières, parce qu'il n'est pas dans les priorités de la région. Ça, c'est pour. Maintenant, au niveau de la gouvernance de l'État, au niveau, par exemple, de la présidence de la République, vous savez que nous avons deux institutions. Une institution qui s'appelle le CNES, et une institution qui s'appelle l'Institut d'études de stratégie globale. Qu'est-ce qu'elles font? Pas grand-chose. Moi, je dis, tout en restant dans l'austérité et l'économie, leur budget, on va le partager en créant 4 hauts commissariats. Un haut commissariat à la promotion des compétences nationales, c'est-à-dire qu'il aura la charge d'aller repérer les compétences nationales à l'intérieur du pays et à l'extérieur et les mettre au service du pays, et ils sont disponibles. Et maintenant, avec l'éthique,
même ceux qui sont à l'extérieur peuvent travailler pour le pays sans avoir à entrer, parce que souvent, ils ont des enfants, ils ont des problèmes, etc. Et donc, ils voudraient bien travailler pour le pays sans avoir à entrer. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième Haut Commissariat, à l'éducation citoyenne, parce que nous avons un problème de citoyenneté. Et donc, il faut qu'il y ait un Haut Commissariat spécialisé dans les politiques d'éducation citoyenne. Le troisième Haut Commissariat, c'est celui à l'écriture des feuilles de route pour les programmes gouvernementaux. Je vous avais dit tout à l'heure qu'une des conditions pour réussir, il faut qu'il y ait les feuilles de route. Donc, il y aura une institution spécialisée pour faire les feuilles de route et un Haut Commissariat donc éducation citoyenne, promotion des compétences, écriture des feuilles de route, et oui, prospective et politique énergétique. Parce qu'il faut sortir de la dépendance des hydrocarbures. Mais on ne peut pas sortir comme ça. Il faut quand même qu'il y ait une stratégie très bien définie. Et à ce moment-là, il y aura un haut commissariat qui aura pour mission essentielle d'abord de faire la prospective pour savoir comment évolue le pays, comment évolue le monde, et quelles seraient les politiques énergétiques en phase avec cette prospective. Je crois que j'ai répondu à... Ah oui, sortie de crise constitutionnelle ou pas. Je voudrais juste vous rappeler que lorsque j'avais annoncé en 2011 que le pays allait être en pénurie de moyens de financement en 2017 et qu'il fallait une nouvelle gouvernance, j'avais proposé une formule. J'avais dit que les gens qui appellent au changement organisent une conférence nationale. En 2011, une conférence nationale, et ils inviteraient le pouvoir en place à y participer. Et ils sortiraient avec la solution que le pouvoir comprend qu'il ne pourra plus rester parce qu'il n'est pas capable de sortir le pays de sa crise, et qu'il y aurait la désignation de 5 personnes. Ces 5 personnes, ils auront 2 missions. Une première mission de 3 mois, qui consiste d'abord à expliquer à la population que le pouvoir en place a accepté de partir, pour qu'il n'y ait pas de soulèvement inutile. Deuxièmement, écrire les feuilles de route pour un gouvernement de transition de 12 mois et sélectionner les membres du gouvernement. Et je mets 3 mois pour qu'à chaque poste, il y aura un audit complet de tous ceux qui sont candidats à ce poste, pour que lorsqu'on choisit la personne, ce sera la personne la meilleure pour le poste. Après les 3 mois, donc le gouvernement est nommé, je parle de 2011, n'est-ce pas, par le président en exercice, qui est le président qui vient de partir, et donc il démissionnerait, et les 5 personnes seraient membres du Haut Conseil de sécurité, qui auront pour mission de suivre le travail du gouvernement et de préparer les feuilles de route pour les élections présidentielles en 12 mois. Les élections présidentielles en 12 mois seront libres pour le choix du candidat, mais ils seront quand même, les candidats doivent s'imposer la mise en œuvre d'un programme qui sera préétabli pour qu'on ne puisse pas nous retrouver dans une situation où on pourrait amener un programme qui n'a rien à voir avec la sortie de crise. Et pour le changement de la Constitution, c'est ça le problème important. Vous avez posé le problème identitaire, la Constitution, c'est quoi? C'est le choix de société. C'est l'expression d'un choix de société. Et ça demande du temps. Et je dis justement, parmi les missions des présidents élus pour 5 ans, c'est de travailler à à discuter à travers le territoire national quels sont les choix de société que les gens voudraient avoir. En ce qui concerne la culture, en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne le système de pouvoir présidentiel, parlementaire, etc. Donc, toutes ces questions-là, et on prend 5 ans pour les travailler. Et au bout de 5 ans, le président, donc, qui a été élu il y a 5 ans, fera un référendum sur le projet qui aura été établi. Moi, je considère que la Constitution n'est pas une affaire d'experts. Ce n'est pas une affaire qu'on peut régler en 2 mois, 3 mois, ou 2 semaines, 3 semaines. C'est une affaire qui doit correspondre à la volonté de toutes les parties de la population. Et ça demande du travail pour que toutes les parties se mettent d'accord sur une société qu'ils considèrent qu'elle soit la leur. Merci. Merci. Deuxième série de questions, Ahmed. Donc, il nous reste encore 21 intervenants. On passe à la deuxième série. J'appelle Afrit, Aïssaoui Walid,
et Baqa Souad. Les intervenants, venez en bas pour qu'on puisse gagner du temps. Azul Filaoun, l'Aslam Sisik Betour. Je vous en prie. Donc j'ai deux petites questions. Donc la première consiste à l'austérité annoncée déjà pour 2021. Ça nous fait vraiment peur. À cela s'ajoute la planche à billets qui a été actionnée par l'ex-chef du gouvernement. Est-ce que le fait de changer de monnaie, par exemple pour ce qui est la monnaie nationale, peut constituer une solution, ne serait-ce que pour redynamiser le secteur économique interne? Ma deuxième question, donc, elle consiste, donc, indépendamment de la rente pétrolière, est-ce que les deux secteurs, la rente pétrolière, les deux secteurs générateurs d'emplois, qui en sont le secteur agricole et touristique, est-ce qu'ils peuvent constituer une solution aussi de crise par la décentralisation? Je ne vais pas parler d'autonomie ou autre chose, mais la décentralisation. Merci. Monsieur Ben Bitour, salam alaikum. Azul Filaoun, l'Aslam Manaoun, j'ai l'honneur de la William Vgayet. Alors, j'ai deux questions. La première question, en année 2011, tu as annoncé une initiative de changement démocratique en Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle solution qui t'a proposée pour le changement démocratique? La deuxième question, en 2014, tu as... Démocratie. La deuxième question, en 2014, tu as démissionné les élections présidentielles. À cause, je pense, à cause que les élections pas propres. La question qui se pose ici, est-ce que tu confirmes que le poste de président de République en Algérie fait par des mains rancuneuses? Je pense que tu m'as compris, par la DRS et l'armée. Et merci. Salam alaikum. Azul Filaï, monsieur Ben Bitour. La question تم زوارت. لماذا لم تذكر فرنسا في مداخلتك رغم أنها تتدخل دائما في السياسة الجزائرية؟ فهل مكانها الاستراتيجي بالنسبة للجزائر حسب رأيك مهم أم لا؟ لماذا لم تذكر فرنسا في مداخلتك رغم أنها تتدخل دائما في السياسة الجزائرية؟ فهل مكانها الاستراتيجي بالنسبة للجزائر حسب رأيك مهم أم لا؟ La deuxième question. Monsieur Ben Bitour, لقد توليت رئاسة الحكومة بين 1999 و2000 لمدة 9 أشهر، ثم قدمت استقالتك بسبب خلافاتك مع بوتفليقة الذي كان رئيسا آنذاك. هل يمكن أن نعرف أبرز الخلافات مع بوتفليقة؟ وأريد أن أعرف كيف كانت لك الضمير والشجاعة في ترك هذا المنصب الحساس؟ وشكرا. Alors, la planche à billets. Donc, il faut comprendre que chez nous, la politique monétaire n'a pas de relation avec l'économie. Elle a de relation avec le budget de l'État. Puisque, comme vous le savez, les recettes budgétaires sont la fiscalité ordinaire, celle qu'on prend sur les salaires, sur la TVA, etc., et la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière, chez nous, elle est prise sur les recettes d'exportation. D'accord? Avec la baisse des recettes d'exportation, il y a automatiquement une baisse de la fiscalité pétrolière. J'ai un petit problème parce que j'ai entendu qu'il y avait encore 21 qui veulent parler et s'il faut expliquer, ça prend du temps. Donc je ne sais pas.
tu ne peux pas être bref sans expliquer, parce qu'il faut donner des exemples concrets. Par exemple, imaginons qu'une société exporte pour 100 millions de dollars de pétrole. D'accord? Le pétrole arrive chez le client, il envoie un chèque. La banque centrale a le monopole sur la devise. Donc l'argent ne vient pas à la société qui a exporté, il va à la banque centrale. Elle le transforme en dinars. Une partie importante va comme recette de la fiscalité pétrolière et une autre partie va comme chiffre d'affaires de l'entreprise. D'accord? Là, c'est clair. Si le prix du dollar est 70 dinars, la recette de 100 millions donne 7 milliards de dinars. S'il est 110, elle va donner 11 milliards de dinars. Et donc, on a l'illusion, en faisant passer le taux de change de 70 à 110, en baissant donc la valeur du dinar, qu'on a eu une augmentation de recettes. C'est une simple illusion. Mais cette illusion a des conséquences directes sur les prix, puisque nous importons 75% des calories que nous consommons. Ce qui fait que le produit que j'importais à $1, je le payais 70 dinars. Maintenant, il faut que je le paye 110 dinars. Donc, on a dit, on va aller à une autre formule, qui est la création monétaire directe. Vous appelez ça, vous, la planche à billets. Parce que, historiquement, les billets étaient fabriqués sur des planches, et donc, quand on fabrique les billets, on parle de planche à billets. C'est resté dans le discours. Vous savez très bien que les billets, ce n'est qu'une partie de la monnaie, la plus petite partie de la monnaie, d'ailleurs. Donc, la planche à billets, c'est quoi? C'est seulement dire que, on va, par la loi, autoriser la Banque centrale à financer les chèques du Trésor sans considération de ses avoirs. Est-ce qu'il a l'argent? Il l'a pas? C'est pas ça ce qui est posé. Quand il y a un chèque qui est émis par le Trésor, et vous en recevez tous, puisque vous êtes des fonctionnaires, eh ben, il est automatiquement honoré par la Banque centrale. Donc, ça fait une création monétaire, effectivement. Enfin, création monétaire. Ça fait une capacité d'achat. Si les produits sont disponibles sur le marché, ça n'a pas de problème. Mais demain, en 2021, lorsqu'on sera en austérité, que les produits ne seront pas là, ce qui fait que l'argent avec lequel vous pouvez acheter 10 kilos, vous allez pouvoir acheter seulement 2 kilos. Et donc, à ce moment-là, automatiquement, le prix va passer 5 fois plus. Et donc, il y a ce qu'on appelle une hyperinflation. Et c'est ça les dangers de cette situation de création monétaire pure. Ou planche à billets, comme vous le signalez. Changer de monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire changer de monnaie? Changer, on l'appelle aujourd'hui des dinars, demain on l'appelle autre chose. Ça n'a rien à voir. Le dinar aujourd'hui n'est pas échangeable sur les marchés financiers. Vous savez très bien, il n'est pas convertible sur le marché financier. Sa valeur est décidée par la Banque centrale. Elle peut changer de valeur comme elle le veut. Donc c'est pas le fait de changer la monnaie, sauf s'il y a une histoire, et ça c'est peut-être une erreur d'appréciation. On peut considérer que les gens ont stocké beaucoup de billets chez eux, et en les faisant changer, et on va les voir. Et puis, il faut, combien même vous le voyez, qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est son argent, vous ne pouvez pas lui enlever. Donc, cette question de changer la monnaie n'a pas d'intérêt. La question de la valeur de la monnaie, c'est une question qui relève dans notre système de la Banque centrale. Bon, il y a la rente pétrolière. Justement, là, j'ai dit déjà que nous importons 75% des calories que nous consommons. Donc, il y a un besoin énorme de production agricole. Le tourisme, bien sûr, les caractéristiques du pays sont aussi des caractéristiques importantes pour le tourisme, compte tenu de la diversité géographique du pays, puisque vous avez le Hogar, vous avez les plages, vous avez la mer, vous avez les régions sahariennes, vous avez toutes les régions imaginables. Moi, j'ai eu à faire un voyage Alger-Timimoun, j'ai eu 4 saisons dans la même journée, au mois de décembre. Pas ce décembre-là, un des décembre. J'ai eu 4 comment dirais-je? Qu'est-ce que j'ai dit déjà? 4 saisons dans la même journée. La saison pluvieuse, froide, pluvieuse, neige et soleil, etc. Donc, c'est un pays qui a un potentiel touristique très important. Mais il faut bien comprendre que pour réussir dans le tourisme, il faut être prédisposé à accepter les conditions nécessaires pour travailler dans le tourisme. Si vous venez vous installer dans un café où il va vous laisser attendre combien de temps et après te dire où j'habite, vous ne pouvez pas avoir du tourisme dans ces conditions-là.
Donc, il faut faire travail. Mais il y a un potentiel extraordinaire. De toutes les façons, vous savez très bien qu'aujourd'hui, ah oui, un point important, aujourd'hui, 2/3 de la production de richesse mondiale vient des services et non pas des produits physiques. Donc il faut bien comprendre que le monde est en train d'évoluer et donc effectivement, le tourisme et les autres services, ils ont un potentiel important, il faut s'y intéresser. Alors, 2014, vous savez, j'avais annoncé dès le départ que dans tous les pays de la région, si le chef d'État en exercice se présente à une élection, ce n'est plus une élection, c'est une désignation. Et donc, il ne laisse de chance à personne. Donc, moi, j'ai travaillé justement pour me préparer à ces élections. J'ai réuni tout ce qu'il fallait faire, le dossier complet, pour qu'on ne dise pas qu'il ne veut pas se présenter parce qu'il n'a pas de dossier. Une fois que j'avais réuni toutes les conditions, j'ai appelé la presse qui ont vu sur place et les signatures et tout ce qu'il faut. Et j'ai dit non, je ne me présente pas parce que le président en exercice ne va laisser aucune chance à un autre candidat puisque ça va être carrément une désignation. Toujours dans le même sujet, il faut bien noter que de l'indépendance à aujourd'hui, aucun président n'est venu en dehors d'une désignation militaire. Que les choses soient claires. Qu'il s'agisse de Ben Bella, de Boumediene, de Chadli, de Si Mohamed Bdiaf, même lui, de Zerwal et de Bouteflika. Tous, ils sont venus après désignation par l'institution militaire. Que les choses, plus exactement, par le haut commandement de l'institution militaire. Donc, nous n'avons pas encore eu d'élection présidentielle réelle. Nous avons toujours eu des désignations de présidents pour assumer la responsabilité de président de la République. Il y avait autre chose. لماذا لم أذكر فرنسا؟ أنا قلت لك توازن القوى رحل من الغرب إلى الشرق. دونك فرنسا واش بقى عندها من قوة؟ ما تنساوش باللي احنا اليوم نستوردوا من عند فرنسا أكثر بكثير ما هي تشري علينا. D'accord? Regardez combien y a-t-il de vaches qui sont traites chaque jour pour donner du lait que nous buvons nous aujourd'hui chez nous. En France, combien de vaches en France, bien sûr. Donc, en termes de dépendance, la France est autrement plus dépendante de nous que nous sommes dépendants d'elle. Maintenant, c'est une question de gouvernance pour assumer ce rapport de force en notre faveur. C'est tout. Donc, moi, je ne l'ai pas cité parce que j'ai considéré qu'elle n'avait pas de place dans la géostratégie mondiale. هم الخلافات في الحكومة. قلت لك الخلافات متعددة يعني التدخل في الصلاحيات إلى آخره إلى آخره وكما يقولوا قطرة المال اللي سيلت الكاس هو حب يدير القوانين بالأوامر وليس عبر البرلمان وعبر الحكومة وهذه كانت فرصة نقدر نقول لكم nous étions dans une partie de volleyball où كنا 19-19 et j'avais un match. Je frappe le match, je gagne la partie, je laisse le service, c'est l'adversaire, enfin le concurrent ou le compétiteur qui va gagner la partie. Donc j'ai joué le match. Ahmed. Donc j'appelle donc Amzal, Tabet Moukran et Ouamari Mohamed Amin. Bonjour Monsieur Benbitour, bienvenue à Béjaïa, on vous remercie d'avoir eu du temps pour nous. L'Algérie a été séquestrée depuis son indépendance par des imposteurs, il faut le dire. De temps en temps, il faudrait utiliser les bons mots. Et par une mafia au pouvoir qui a duré jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec une force militaire, peut-être comme vous le dites, ou une force politique, ou une force étrangère, il faut le dire aussi. Il faudrait chercher les vraies raisons qui ont poussé donc tout un peuple à être hypnotisé pendant 57 ans. Quand je parle tout un peuple, heureusement que la Kabylie aussi a été, dès le début, mécontente de ça.
Et tout à l'heure, en nous expliquant comment vous avez proposé votre plan de sortie de crise en 2091, 2001, 2011, vous avez oublié, si je peux me permettre de faire une remarque, un point important à l'époque, que toutes les institutions de l'État, qu'elles soient constitutionnelles ou administratives, étaient infestées de rats au pouvoir qui n'auraient jamais permis un plan de sortie intelligent. Et c'est pour ça que ce peuple aujourd'hui, ce magnifique peuple algérien, a dit d'abord, Irahlouga, ils dégagent tous, et après on fera ce qu'il faut faire. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, qu'il faut qu'on évite de se dire on aurait pu faire ça, on aurait pu faire cela, on aurait pu nous imposer, on aurait pu forcer. Aujourd'hui, il faut regarder une chose très importante. Le peuple est sorti le 22 avec un seul objectif. Un lot de revendications communes à 48 wilayas et à toutes les tendances, donc ethniques, d'âge. Si aujourd'hui nous allons nous contrarier sur les solutions, le système va se régénérer de ses cendres. Donc si nous sommes partis avec les mêmes objectifs, nous devons finir avec les mêmes objectifs. Il est impératif. Donc il me semble qu'il est préférable et qu'il est indispensable d'écouter d'abord les revendications du peuple qui disent système dégage. Oh, c'est à étudier et à délimiter, bien sûr, dans les postes, dans les symboles et dans les puissances aussi, qu'elles soient militaires ou civiles. Le peuple réclame une période de transition, une première peut-être d'une moyenne durée, pour avoir le temps de faire sa constituante et d'avoir ses élus par le vote. Il veut aussi une constitution. Il veut aussi une constitution et un changement de la loi électorale. Donc, quelle solution proposez-vous pour mettre en œuvre ce calendrier le plus vite possible et pour qu'il réussisse le mieux possible? Merci. Une deuxième question, s'il vous plaît. Vous étiez chef du gouvernement. Est-ce que vous avez la moindre information à nous communiquer concernant la rumeur de vente de gaz, enfin de livraison gratuite de gaz pour la France? Est-ce que c'est une vérité ou une rumeur? Vous posez directement les questions parce que moi تعديني الكلام vous me posez parce que ما نكملش الريتم هي نقولوا تلحقنا تبوزي les questions saines ça oui Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On essaie juste de vous exhorter à être... oui. Ah. Notre ami, oui, oui, merci. Et ça va, je trouve que jusqu'à présent, les intervenants sont assez brefs. Monsieur, allez-y. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à Monsieur Ahmed Ben Bitour. Marhaba bik fi Bjaya. Donc, je pense, ma question directe, quel est le système financier qui est adéquat pour l'Algérie qui vient? La deuxième question, par rapport aux impôts. Quel est donc actuellement, vous ne voyez pas que l'impôt actuellement qui est injecté dans les produits, soit dans les produits, donc entre parenthèses, soit services ou autres, on freine le pouvoir d'achat des Algériens actuellement. Donc ça, dans le cadre financier et la révision, quelle est votre proposition à la révision du code fiscal de 1975? Un autre point, et le dernier je pense,
quel est le régime ou le système que vous allez proposer pour une Algérie pour sortir de l'impérialisme ou du communisme, ou lequel que vous proposez, vous? Merci. Alors, bonjour Monsieur Benbitour, soyez la bienvenue ici parmi nous. Alors, de ma part, je vais commencer par la politique interne, et puis on parle de la politique internationale, ou bien ce que vous dites géolocalisation. Pardon, géostratégie internationale. Alors, tout d'abord, on n'a pas de leader. Le peuple n'a pas de leader. On a reçu pas mal d'hommes politiques, des représentants politiques ici, mais il n'y a personne qui a voulu prendre la parole du peuple. À partir de ce point, est-ce que vous êtes prêts à prendre la parole du peuple? Dans l'un de vos passages en chaîne radio, la chaîne Radio 1, vous avez parlé du modèle des pays qui sont sortis, enfin des pays références qui sont sortis de la crise politique où ils avaient de la corruption, tels que la Finlande, vous avez parlé aussi de la Finlande, oui, la Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait prendre un modèle référentiel par rapport à ces pays pour en sortir de la crise? Maintenant, revenons au premier volet, où vous dites géostratégie mondiale. Pourquoi vous ne dites pas ordre mondial? Un ordre mondial où vous avez maintenant, avec vos propres phrases, exclu la France. Et vous dites que la France n'en fait plus partie en répondant à la jeune demoiselle. Merci. Oui, d'accord. Bon, ne pas se contrarier, bien sûr. Évidemment qu'il ne faut pas se contrarier. Donc, c'est tout à fait clair, net et précis. Besoin d'une période de transition, c'est nécessaire, tout à fait nécessaire. J'avais proposé déjà en 2011, pas seulement aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'avais déjà proposé en 2011, pas seulement aujourd'hui. Pour la Constitution, nous sommes peut-être sur une différence. Moi, encore une fois, comme je l'ai expliqué, je ne reviens pas là-dessus, la Constitution doit être l'émanation d'un choix de société. Ça ne peut pas se faire en quelques mois. Ça, qu'il faut les choses claires. À moins que vous voulez l'imposer aux gens, voilà la Constitution qu'il vous faut. Donc, livraison de gaz à la France, j'ai pas connaissance. J'ai été ministre de l'énergie aussi. J'ai pas connaissance d'une livraison gratuite de gaz à la France. Donc, je ne sais pas qui a dit ça, ni comment, ni quoi que ce soit. On a eu, dans les années 80, à négocier les prix. Et ils voulaient avoir un prix préférentiel. Mais ça n'a pas marché parce que si vous faites un prix aux Français, qu'est-ce qu'ils diront les Italiens ou les Espagnols tout de suite? Eux qui ont un gazoduc qui amène le gaz chez eux. Donc c'est tout à fait normal que ce n'était pas acceptable. Donc je n'ai pas connaissance, en tout cas, de livraison de gaz gratuit à la France. Quel système financier adéquat? D'abord, il faut seulement faire en sorte que notre système bancaire fonctionne correctement, parce que nous sommes plus dans des caisses monétaires que des banques de monnaie. Donc, il faut faire fonctionner le système. Déjà, comme système bancaire, en le réformant pour qu'il puisse fonctionner tout à fait normal. Alors, quand vous parlez des impôts, il faut comprendre que vous avez des services. Ici, vous êtes dans une université, c'est un service qui est payé, n'est-ce pas, par quelque chose. Eh bien, ce quelque chose s'appelle les impôts. Donc, si vous considérez que les impôts sont une surcharge pour le pouvoir d'achat, alors à ce moment-là, vous pouvez avoir moins d'impôts, mais vous aurez aussi en même temps moins de services publics. Et comme nous sommes dans un système où le service public est assez important, gratuité des soins, gratuité de l'école, etc., il est tout à fait naturel qu'il y ait des impôts. Alors imaginez qu'il n'y avait pas les impôts sur la fiscalité pétrolière, qu'est-ce qu'il serait alors à ce moment-là? Donc nous avons déjà un allègement important dans le poids des impôts
dans le pouvoir d'achat des populations grâce à la fiscalité pétrolière, qui est déjà un bon point. Donc, attention, lorsque vous parlez de baisser les impôts parce qu'elle pose un pouvoir d'achat, elle baisse le pouvoir d'achat, il faut considérer qu'aussi, elle vous permet des services que vous n'aurez pas s'il n'y avait pas ces impôts-là. Le code fiscal, je pense que d'après vos questions, vous êtes quelqu'un dans le système financier, donc je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire du code fiscal. Je n'ai pas de point particulier à dire. Quel système? Aujourd'hui, vous savez, nous ne sommes plus dans le communisme, l'impérialisme, etc. Nous sommes aussi dans la globalisation, la glocalisation, l'économie du savoir, etc. Donc le monde est en train de changer de façon fondamentale, mais il n'a plus ce repère idéologique. Il n'y a plus d'idéologie directe dans le système de gouvernance des États. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Outre mesure, impérialisme, bon, c'est sûr que nous ne pouvons pas être impérialistes, nous n'avons même pas les moyens, mais même pas communistes non plus. Bon, j'avais cité l'exemple de la Finlande et de la Nouvelle-Zélande, c'était dans le cadre de la bonne gouvernance, parce que ce sont les pays qui sont les mieux placés dans le monde dans la bonne gouvernance. Et c'est des pays qui sont de petits pays, ce ne sont pas des pays qui ont... La Finlande est sortie de la dominance URSS et s'est construite, donc ce n'est pas qu'un pays qui aurait pu avoir des moyens importants pour faire. La Nouvelle-Zélande aussi, il était sous le contrôle soit de la Grande-Bretagne, soit plus ou moins de l'Australie, et il s'en est sorti. Donc ce sont des modèles assez intéressants de les prendre comme modèle dans la bonne gouvernance, et des discussions que j'ai pu avoir avec le responsable, ils sont disposés à apporter leur savoir-faire si on le demande. C'est pour ça que je les cite comme exemple. Pourquoi je n'ai pas utilisé ordre mondial? Bon, vous savez, comment dirais-je, l'expression change avec le temps. On a beaucoup parlé de l'ordre mondial dans les années 70, et c'était nous d'ailleurs qui avons mené toute une campagne pour le nouvel ordre économique mondial, par exemple. Aujourd'hui, on parle plus de géostratégie parce que, comme les ordres, comme l'impérialisme, le communisme, etc., sont plus ou moins partis. Et donc, aujourd'hui, on parle de géostratégie. C'est lui qui va dominer ce qui se passe autour de lui. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser le mot géostratégie que ordre. Qu'est-ce qui m'est resté encore? C'est bon. Voilà. Prêt à répondre à la réponse du peuple, je l'ai dit encore une fois, vous l'avez constaté, les marcheurs de tous les vendredis et les autres jours ne veulent pas que quelqu'un assume, soit leur chef ou assume leurs responsabilités. Et c'est bien pour eux. Donc, s'il y a un besoin pour écrire les feuilles de route de négociation pour changer le système de gouvernance, nous sommes prêts à les aider, sans aucune contrepartie. Absolument aucune. Moi, je n'ai pas du tout d'envie d'aller au pouvoir. J'ai déjà été assez souvent dans la gouvernance. Je serais bien tranquille de rester chez moi tranquillement. Mais si ils ont besoin d'un savoir-faire tout à fait neutre, je suis prêt, bien sûr, à apporter mon savoir-faire au service des gens qui sont dans la rue. Ahmed. Donc, on passe à la 4e série. Donc, j'appelle Qassimi, Saïd et Brahmi. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, juste si j'ai déjà répondu à une partie des questions, ce n'est pas la peine de les reposer, Madame Bekmiek, pour qu'on puisse utiliser convenablement notre temps. Merci. Bon, j'ai 2 questions en économie et deux autres comme je dirais, intervention suite à vos réponses aux questions. La première, pour l'économie, je pose la question sur la dévaluation du dinar.
On sait que certains pays optent pour la dévaluation ou bien à la sous-estimation de leur valeur, de la valeur de leur monnaie, comme la Chine. Actuellement, avec l'économie de la Chine, l'euro fait 7,54 yuan. Donc, est-ce que l'Algérie a, c'est-à-dire si elle a opté pour la dévaluation de sa monnaie, est-ce que c'est pour développer son économie? Deuxième question, c'est sur l'impact des poursuites. Éventuellement, il y aura des poursuites contre les grands patrons qui ont quand même bénéficié des facilités, de la corruption, des prêts bancaires du régime en place. Quel impact sur notre économie? Les deux points que je vous soulevais, vous avez dit que l'État fédéral va créer des inégalités. Est-ce qu'actuellement on ne vit pas des inégalités? Il suffit de voir entre Béjaïa et Sétif pour voir que nous sommes dans un pays qui n'est pas fédéral, mais où les inégalités sont palpantes. C'est vraiment, on les voit chaque jour. Le dernier point, j'espère que j'ai bien compris, vous avez dit que vous avez refusé de travailler avec un président désigné. Mais est-ce que Bouteflika en 1999 a été élu? J'ai deux questions. La première question est simple. Comment peut-on faire une transition économique? La deuxième question sur le fédéralisme. Vous avez expliqué d'un point de vue économique que le fédéralisme n'est pas la solution. Mais qu'on veuille ou non, en Algérie, il y a une diversité culturelle, linguistique et même idéologique. Et cette diversité menace même aujourd'hui l'unité nationale et l'unité du peuple algérien. Parce que, un exemple, c'est une campagne raciste anti-Amazigh وموجودة أيضا في الميدان. نعطيك مثلا la définition d'un progressiste chez les islamistes. Un progressiste chez les islamistes, c'est tout d'abord un kabyle. C'est un kabyle, c'est un zouave. C'est un féministe, c'est un communiste, etc. Cette diversité est dangereuse. Comme diversité est dangereuse. Alors, est-ce que ce n'est pas le fédéralisme qui est la seule solution pour gérer ces diversités? Bonjour, مرحبا بك سي بن بيتور. Je voudrais poser deux questions. Donc la première question, c'est pour la première partie de votre conférence et la deuxième pour la deuxième partie. Est-ce que avec la transformation, tout ce qui est transformation numérique qui se passe dans le monde, tout en sachant d'après les statistiques, il y a 65% des data centers. Les data centers sont entre la Chine et les États-Unis. Et le reste, les 35%, c'est entre l'Allemagne, la France, tout ça. Et nous, l'Afrique, on a presque 0,002 dans le domaine de tout ce qui est data center. Donc, toutes les informations, toutes les données qu'on a, algériennes, déjà on commence par l'Algérie, ne sont pas chez nous. Ne sont pas chez nous. Tout ce qui est banque, toutes les données ne sont pas en Algérie. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que demain, notre avenir va devenir, c'est-à-dire de ce qui va devenir, c'est-à-dire l'Algérie va devenir une petite commune numérique de Washington, par exemple, une petite commune, quel est le danger? La deuxième question, c'est les entreprises en Algérie, pour réussir, il faut être pratiquement connecté politiquement pour réussir.
pour se développer, pour tout ça, il faut être connecté politiquement. Comment on peut faire? Comment, c'est-à-dire, on peut déconnecter ces entreprises dans cette nouvelle Algérie sans faire des dégâts au niveau en gardant les salariés, toute la masse salariale. Voilà, merci. Merci. Monsieur Ben Bitour, j'aimerais bien en fait préciser, en tout cas c'est un avis personnel, cette répétition, je pense que les questions sur le fédéralisme reviennent, cette répétition n'est pas stérile. Je n'aimerais pas que vous le considériez comme un ressassement d'une question à laquelle vous avez déjà répondu. C'est tout simplement dû au fait que cette option du fédéralisme, du respect des particularités régionales est une idée qui fait son chemin ici au moins en Kabylie. C'est une question qui tient à cœur à tous nos concitoyens ici, et le fait que peut-être vous ayez exprimé et tout à l'heure des réserves par rapport à ça a fait tiquer l'assistance, et c'est normal. Donc c'est une question qui fait vraiment débat, et moi-même j'allais rebondir dessus, mais j'ai laissé le soin à l'assistance de le faire. Parce que dire que l'option fédéraliste, ça va générer des inégalités et des injustices entre les régions, déjà, regardez ce que a dit tout à l'heure notre ami Qassimi. Donc, ça serait cautionner l'État jacobin et alors, il faut bien comprendre que fédéralisme, ce n'est pas une question identitaire, c'est une question de gouvernance. Vous avez des États fédéraux, les États-Unis sont un État fédéral, ils n'ont pas de problème de langue, ils ont la même langue anglaise. Vous avez le Canada, c'est un État fédéral. Bon, ils ont deux langues, c'est vrai, le français et l'anglais, mais l'Allemagne est un État fédéral. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre, quand on parle de fédéral, on parle de gouvernance, de modèle de gouvernance du pays. Donc, ça, c'est la chose claire. Et donc, la question identitaire, il faut la traiter comme une question identitaire et non pas comme une question de gouvernance. Que les choses soient claires. Moi, je n'ai abordé que la question gouvernance. La question culturelle, je pense que vous êtes autrement mieux placé que moi pour la traiter que je puisse le faire, et vous-même en tant que professeur. Alors, économie, la dévaluation de la monnaie. C'est-à-dire qu'il y a une idée chez les économistes qui consiste à dire que si vous voulez encourager l'exportation, dévaluez votre monnaie. Si vous avez, comme on a dit tout à l'heure, le dollar il fait 70, ou là vous le passez à 110, donc le produit que vous vendiez à 70 coûtait $1, maintenant il va coûter beaucoup moins d'$1. D'accord? Et donc c'est un encouragement aux exportations. Or, nous n'exportons rien d'autre que les hydrocarbures dont les prix sont fixés sur le marché international, ce n'est pas chez nous. Donc, la dévaluation ou la non-dévaluation n'a rien à voir avec les exportations dans notre pays. Elle a à voir avec les importations, par contre. D'accord? Alors, donc, chez nous, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète rapidement, la monnaie, la politique monétaire a un rôle budgétaire et non pas un rôle monétaire. C'est comment définir la part de la fiscalité pétrolière qui va au budget. C'est-à-dire la politique monétaire, la valeur du dinar. Il n'y a pas une autre chose, et je l'ai bien expliqué. Donc, ce n'est pas la peine que je continue sur ce sujet-là. Bon, poursuite des grands patrons. Alors, il faut bien comprendre un point important. Si quelqu'un a un compte bancaire dans une banque à l'étranger, personne ne peut transférer son argent vers le pays si c'est lui-même, si c'est pas lui-même qui le fasse. Donc, il faut bien comprendre. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'il faut absolument que les gens passent par la justice, et c'est la justice qui va leur demander de ramener l'argent. Parce que si eux ne décident pas de le ramener, aucune banque, quelle que soit la banque à l'étranger, ne vous autorise pas à transférer l'argent vers le pays. Nous avons une question historique. Voilà, l'argent du FLN. L'argent du FLN était en Suisse, mais il était déposé au nom de Kheder Laïrahmou. Eh bien, qui Toufa Kheder, on n'avait pas la capacité de le transférer, et donc finalement, il a fallu des négociations et des négociations pour en faire une banque algérienne en Suisse. Donc il faut bien comprendre que cet argent qui est sorti, il ne reviendra que ceux qui ont la signature du chèque qu'ils le fassent rentrer. Et donc, il faut absolument qu'ils passent par la justice algérienne qui va leur demander de ramener l'argent qu'ils ont pris. Ou leur imposer, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que n'attendez pas des banques
pour qu'ils fassent transférer l'argent sans l'accord de ceux qui ont Alors, inégalité. Bon, s'il y a des inégalités, il y a des inégalités, il faut travailler pour les faire passer. Moi, j'ai seulement dit que dans un régime fédéral, la distribution des ressources n'est pas égalitaire, parce qu'elle est fédérale, par définition de la fédération. Donc il faut bien comprendre, c'est tout ce que j'ai dit, je n'ai pas dit plus. Donc s'il y a un problème... Alors, président désigné, je crois que le monsieur qui a parlé, s'il vous plaît, quand je parle, j'aime pas qu'on me coupe. Le monsieur qui a parlé, je crois qu'il a très très mal entendu ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que je ne suis pas au service d'un président désigné. Que les choses soient très claires. J'ai dit tous les présidents qui sont venus en Algérie ont été désignés. Et moi, j'ai travaillé avec plusieurs présidents en Algérie. Donc la question n'est pas est-ce que je suis, j'ai expliqué que j'étais au service de l'État algérien et non pas au service du système algérien. Donc gardez ça à l'esprit une bonne fois pour toutes. C'est très bien de vouloir faire des contradictions, mais il faut quand même suivre un tout petit peu. Alors, transition économique. En fait, la question qui se pose, c'est nous sommes dans une dépendance totale des hydrocarbures. Il faut essayer de commencer à travailler. C'est pourquoi j'ai appelé à créer des pôles régionaux d'investissement. C'est pour que l'investissement soit totalement décentralisé, pour qu'on puisse prendre les décisions rapidement. Et j'ai commencé par dire qu'il faut une monographie pour définir les secteurs prioritaires d'investissement, et à ce moment-là, on pourra démarrer. Mais si vous n'avez pas les instruments de démarrage, ce n'est pas la peine de parler de transition économique. Fédéralisme identitaire, j'ai déjà répondu. Bon, s'il y a des gens qui sont contre les questions identitaires, ça n'a rien à voir avec le fédéralisme. Ce n'est pas une question de fédéralisme ou pas fédéralisme. Nous ne sommes pas, de toute façon, aujourd'hui dans un système fédéral. Il faut justement amener ces gens à avoir un minimum de respect pour tous ceux qui se trouvent dans le pays, pas seulement pour leur façon de voir les choses. Alors, la numérisation, j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, c'est l'Inde aujourd'hui qui est en train de dominer la numérisation, parce qu'elle forme les meilleurs ingénieurs en tech. Ce n'est ni les États-Unis ni d'autres. C'est l'Inde vraiment qui va être le premier. Les entrepreneurs connectés politiquement, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'il faut un peu de corruption pour pouvoir créer son entreprise. Et justement, tout le travail consiste à créer un modèle où il n'y a pas de place à la corruption, ou du moins il y a très peu de place à la corruption. Peut-être qu'il est très très difficile d'avoir un système totalement sans corruption, mais il faut quand même qu'au moins sur un certain nombre de questions, notamment la création d'entreprises, il ne faut absolument pas qu'il y ait un quelconque centime de corruption dans la création d'une entreprise. Donc j'invite Ben Khanouch, Niet Yahya et Chiban. Merci, M. Benbitour. J'ai 3 questions à vous poser. Donc, la première question, est-ce que vous ne pensez pas que ce mouvement a mis à nu la faillite des élites algériennes, notamment dans leur incapacité à structurer le mouvement, à faire leur part du travail? La rue a fait son travail, mais le reste, il n'est pas fait. Ma deuxième question, c'est, vous n'avez pas parlé de l'économie informelle. Quelle place pour l'économie informelle dans l'Algérie de demain? Est-ce que c'est facile d'éradiquer l'économie informelle, sachant que c'est le nid principal de l'affairisme? Ma troisième question, puisque vous avez reconnu que tous les présidents, bon, c'est connu de tout le monde que les présidents sont désignés par l'institution, le haut, mais l'important c'est que vous avez précisé le haut commandement de l'armée. La question que je me pose, c'est lorsque nous parlons de l'oligarchie en Algérie, on a tendance à parler de Haddad, de Koninef, etc., mais nous ne parlons jamais de l'armée. Je veux comprendre, vous en tant qu'économiste, proche du Sérail pour au moins un moment, est-ce que vous considérez que le haut commandement de l'armée, plus exactement, c'est une oligarchie ou non? Merci. Le prochain.
venez ce soir à la prison. Zulfilaouen. Zulfilaouen. Je n'ai qu'une seule question, c'est que pensez-vous des interventions que Gaïd Salah fait actuellement et pensez-vous que Gaïd Salah c'est le sauveur ou bien il fait partie de la bande? Merci. Merci. Le troisième. Je ne réponds que lorsque vous m'aurez assuré que je rien dit ce soir. On a des avocats, n'ayez pas peur. Nous avons beaucoup d'avocats ici. Il y a tout le dire que vous voulez. Monsieur Mbitour, donc, deux questions m'ont été précédées le bon nombre juste avant. Donc, une seule question est de Qemen. Lors d'une intervention lors du congrès du RCD dernièrement, vous avez été très bref et on a constaté un petit peu un changement dans vos propositions pour les sorties de crise. Vous avez parlé beaucoup d'économie de connaissances. Et aujourd'hui, avec votre intervention au début, l'orientation a été la même. La question que je me pose, est-ce que cette politique d'économie de connaissances, nous avons ces moyens? Est-ce que nous avons les moyens d'une telle politique à la lumière de la liquéfaction du système éducatif Zara, ce qu'a produit aujourd'hui les dégâts qui ont été causés? Et si c'est oui, quels sont les mécanismes à mettre en œuvre, à court, moyen terme, du moins? Merci. Il aurait fallu m'inviter sur une conférence sur ce sujet-là seulement. Bon, merci. Alors, il faut bien noter que les élites algériennes n'ont pas été partie prenante, y compris au démarrage de la révolution algérienne, en différence avec, par exemple, les Vietnamiens. Vous savez que les chefs de la révolution vietnamienne sont des agrégés d'histoire, que ce soit Giap, que ce soit, comment il s'appelle déjà là, Ho Chi Minh, tous les deux. Donc, vous savez, donc, c'était pas le cas chez nous. Donc, les élites ont, dès le départ, été un peu marginalisées par rapport à la conduite de la révolution. Et lorsqu'on parle d'élite, c'est ça le vrai problème. Lorsqu'on parle d'élite, il faut parler d'institutions d'élite, parce que des élites, chacun tout seul, ça ne mènera à rien. Or, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore construit des élites. Quand je parle du Haut Commissariat à la promotion des compétences nationales, c'est justement pour créer une institution qui pourra regrouper les élites pour les mettre au service du pays. Sinon, chacun restera de son côté sans faire grand-chose. Oui. L'économie informelle. Bon, il faut bien comprendre une chose importante. Un commerçant à Metlili, qui se trouve à 630 km d'Alger, il prend son téléphone portable, il appelle son fournisseur à Sétif. Il lui dit, j'ai besoin de 10 tonnes de produits, tonnes d'huile, tonnes de sucre, tonnes de ci, tonnes de cela. Okay? Il raccroche. Le lendemain à 8 heures, le camion est devant son magasin pour lui pour lui fournir plutôt ce produit-là. Et c'est partout comme ça. Donc, vous voyez à Insalah, Tamarasset, Élysée ou ici ou ailleurs. Donc, il faut bien comprendre qu'actuellement, l'économie informelle a le monopole sur la redistribution des produits sur le territoire national. Si vous n'avez pas un système de distribution des produits nationaux autre que l'économie informelle, n'attendez pas à ce que vous puissiez la faire partir. Parce que si elle part, il n'y aura plus d'approvisionnement dans le pays. Donc, c'est toujours bon d'avoir des idées générales sur les questions, mais il faut la regarder concrètement, qu'est-ce qu'elle occupe dans l'espace. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'économie informelle qui approvisionne tout le pays. Qu'elle en profite, qu'elle en fasse, ça, c'est parce qu'il n'y a pas une fiscalisation de l'économie informelle. Et donc, il faut un travail pour fiscaliser l'économie informelle qui deviendrait formelle. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est nécessaire. Alors, oligarchie militaire. J'ai bien expliqué qu'il y a eu trois niveaux d'oligarchie. Il y avait l'oligarchie des grandes familles
au 19e siècle en Europe, il y a eu les oligarchies militaires dans les pays d'Amérique latine. Au Brésil, vous entendez parler de Vargas. Hein? Au Chili, j'ai déjà pas le nom direct, mais c'était des généraux qui avaient pris le pouvoir et créé des oligarchies. Chez nous, c'est pas encore visible. Je ne peux pas dire que les chefs militaires sont des oligarques, parce que oligarques, comme encore une fois, on l'a défini comme tout à l'heure, ce sont des gens qui n'assument pas de responsabilité, qui imposent le choix de décision sans en assumer la responsabilité. Ça n'a pas l'air d'être le cas chez nous. Vous me posez les questions sur les interventions de Gaïd Salah. Bon, Gaïd Salah parle au nom du commandement de l'institution militaire. Ces interventions sont distribuées de façon à ce qu'après chaque semaine, il ouvre une petite porte. Il faut que le chef de l'État parte. Il a parlé du 102, mais il a parlé du 102, du 7 et 8. Et aujourd'hui, on n'a pas encore vu le 7 et 8, on n'a vu que le 102. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, il est le porte-parole d'une institution qui est en train d'essayer de répondre semaine en semaine, mais pas de trouver une solution globale rapidement et vite. C'est ce que je constate. Bon, l'économie du savoir. Aujourd'hui, c'est ça. J'ai dit tout à l'heure que déjà 2/3 de la production mondiale de richesse vient des services. Donc, on est déjà dans les services. L'économie du savoir s'impose. Nous avons quand même 200 000 diplômés universitaires qui vont sortir chaque année. C'est un potentiel. Mais c'est une charge aussi. Parce que comment trouver 200 000 emplois à 200 000 diplômés universitaires annuels? L'administration est surchargée. J'imagine que le système d'enseignement est déjà surchargé, etc. Et donc, c'est un problème. Et justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller à l'économie du savoir. L'avantage que nous avons aujourd'hui par rapport à l'économie du savoir, c'est la démocratisation de l'accès au savoir. Aujourd'hui, n'importe quel professeur, n'importe quelle personne peut avoir accès au savoir partout dans le monde, sans se déplacer de sa chambre, même pas de sa maison. Donc il faut y aller dans l'économie du savoir, c'est indispensable. Et je pense que les moyens, il faut se mettre à y travailler. Mais Oppenheimer, qui est un grand physicien, a dit que il joue sur les mots. Oui, il est anglophone, mais il joue sur le mot français, parce qu'il parle français aussi. Il a dit pour que ça résonne, il faut qu'il y ait un résonateur. Est-ce que vous avez entendu quelque chose maintenant? Je viens de frapper sur mon genou, il le fait. Donc vous n'entendez rien. Ensuite, il frappe sur la table. Vous entendez un peu mieux. Ensuite, il frappe sur le verre de cristal, et là, vous entendez beaucoup plus. Donc, pour que ça résonne, il faut qu'il y ait un résonateur. Si on doit profiter de l'économie du savoir, il faut avoir au moins des gens qui ont le savoir nécessaire pour comprendre ce que c'est que l'économie du savoir. Au pouvoir, bien sûr. Monsieur Ben Bitour, j'ai une question toute bête. Je vais me permettre de la poser parce que tous les Algériens se la posent. Puisque vous avez été proche des rouages du pouvoir, vous l'avez été quand même à un certain moment de votre vie. Dites-nous, de votre point de vue, qui décide aujourd'hui en Algérie? Qui décide? Qui fait les choses? Qui est le cabinet noir? J'ai l'impression que le peuple, depuis le 22 février, perd son temps à faire tomber des pions, y compris Bouteflika, c'était un pion. La preuve, il est tombé. La preuve, il est tombé. Donc, qui dirige? Moi, je veux savoir. Est-ce que c'est Tawfiq? Est-ce que c'est le Gaïd? Est-ce que c'est un autre cabinet noir invisible qu'on ne voit pas? Qu'on le fasse sortir au grand jour. Voilà, pour qu'on gagne beaucoup de temps. Merci. Je ne sais pas s'il veut répondre maintenant. Moi, j'ai déjà dit que les caractéristiques de l'État algérien, c'est l'émiettement des pôles au sommet de la hiérarchie de l'État. Émiettement des pôles au sommet de la hiérarchie des pôles. Émiettement des pôles au sommet de la hiérarchie de l'État. Qui veut dire qu'il n'y a pas un chef qui domine tout le monde. Chacun a un petit espace de pouvoir. Et donc, tant qu'il y a le gâteau qui est là à distribuer, ça ne fait rien. Si je prends un 10e cette fois-ci, la prochaine fois je prends un 15e, c'est pas grave. Mais tant qu'il y a le gâteau, on est là pour se le partager. Lorsqu'il n'y aura plus le gâteau, ça fera exploser la machine. Et donc, je crois que
les marches sont en train de faire quand même tomber les éléments du pôle, un après l'autre. Quand même, vous ne pensez pas que le président de la République n'avait pas le pouvoir de décision. Il avait au moins une partie importante du pouvoir de décision. Sinon, pourquoi il serait resté au poste de président de la République? C'est lui quand même qui désigne le gouvernement. C'est lui qui signe les décrets. Donc il faut quand même considérer qu'il a une partie de pouvoir. J'appelle Mouzaya, Bouhmila et Taïeb Melek. Déjà la semaine où j'ai envie de poser juste la liaison entre la démocratie et la justice sociale. Comment il peut se réaliser avec un système économique libéral, là où on a tout libéré, justement, tout l'informel, c'est dû, à mon avis, c'est dû justement à l'ouverture afin de l'intervention de l'État sur le commerce extérieur. Tout le monde importe ce qu'il veut, à des prix comme il veut. Donc pour moi, qu'il y ait d'abord, pour dire qu'il y aurait justice sociale avec cette économie, donc on va faire la chaîne, qui va être importateur. Tous les Algériens faire la chaîne à tour de rôle, pour que ça soit une justice sociale. Parce que vous dites économie et la connaissance. S'il faut livrer, maintenant, vous dites libéral, bon, c'est pas vous, bon, mais il y a cette ambiance libérale, donc les acteurs économiques, je ne sais pas moi, quels sont ces acteurs économiques. Donc vous voulez donner certains acteurs, pourquoi pas? Nous tous, nous sommes des acteurs. Et on va prendre cette entreprise de pétrole à tour de rôle. Et on va prendre des bénéfices. On n'a pas peur de l'austérité, on a peur de l'injustice. Comment qu'il y ait une justice avec quelle économie? Si on maintient le même système économique. Voilà. Et les gens qui veulent rester sur le minimum, la démocratie et tout, ne pas avancer sur ce qui est différent entre nous, ça veut dire qu'on a peur d'avancer, qu'on a tous, quelque part, les unités des politiques antipopulaires. Ils ont tous des politiques antipopulaires. Pour moi, qu'on lance un truc sur l'agriculture. On n'a pas, pour la Kabylie, il n'a pas les terres agricoles. Qu'on lance sur le pétrole il ne nous appartient pas. Donc, les bars, thinking, et c'est la vie de pas mal de gens, on n'a pas envie de cette, justement. Je suis d'accord avec lui. Et on va te faire foutre. Point. Le deuxième. C'est qui? Bouhmila? Bouhmila? Bonjour tout le monde, Azoul Filaouen. D'abord, parce qu'en fait, il voudrait terminer avant 13h15. Oui, je sais, nous savons tous. Alors, d'abord, je suis très content d'avoir écouté un discours technocrate. C'est la première fois, vous êtes peut-être le 15e intervenant à cette tribune, et c'est la première fois qu'on nous parle de chiffres. C'est très bien. Sauf que j'ai deux, trois questions. La première, on nous cite souvent l'exemple de l'Espagne, le Portugal, où il y avait des dictatures militaires qui sont passées à des dictatures, je dirais, civiles, parce que c'est des pays ultra-libéraux qui affament leur population quand même. Hein. Mais la question, est-ce que les militaires aujourd'hui, ils sont dans une mentalité, une phase historique où ils sont capables de céder le pouvoir aux civils? En d'autres termes, plus populaires, est-ce qu'ils estiment aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent se dire, c'est qu'on a assez d'argent pour aller l'investir, cet argent-là? C'est ça est-ce que
Mais sinon, vous avez aussi cité vous parlez de géostratégie mondiale, vous citez des exemples de la Chine et de l'Inde essentiellement, des géants en voie de développement fulgurant. Est-ce que vous ne trouvez pas il y a un moment où il faut freiner un peu ces modèles de développement qui sont en train d'abîmer vachement la planète, hein? Et si tout le monde se met à polluer autant que l'Inde et la Chine, je ne sais pas s'il restera une terre dans laquelle nous allons vivre ensemble plus tard. Merci. Zulf Laouel, Aslam Mekem Ben Bitour. D'abord, un grand merci aux organisateurs. Ça fait plaisir de vous entendre parce que le discours est changé chouïa. Ça parle d'économie, ça parle et tout. Je suis un jeune entrepreneur à Béjaïa. Je milite actuellement pour la création d'un centre pour les nouveaux métiers du numérique, Aqling el digital. J'active dans le digital. Je crois beaucoup au potentiel de ma ville. On dit que le potentiel humain, c'est l'autre pétrole de l'Algérie. L'autre pétrole de l'Algérie représente, je ne connais pas le chiffre exact, 75% de la population qui est jeune. Ce potentiel, après 20 ans de one-two-threeisme, après avoir déserté le champ politique, après vous me dites que c'est un pouvoir paternaliste, les enfants n'ont pas parlé pendant 20 ans. Là, la rue appelle et nous dit place aux jeunes. Comment faire? Nous qui n'avons pas fait de politique, nous qui n'avons pas notre voix, comment faire? Comment prendre notre place dans la construction de cette nouvelle Algérie que nous avons déjà entamée? Parce que moi, je ne dis pas Tenahaouga, parce que dans ma tête, Tenahaouga déjà. Nous sommes déjà dans la phase construction. Merci. Mais rapidement, on prendra des questions brèves pour les autres. Donc j'invite Houari Mohamed, non, Zougarali. Préparez-vous s'il vous plaît pour gagner du temps. Houari Mohamed. مازال كرا نستا. Non, je pense qu'on verra. Alors bonjour. مرحبا يسونا à l'université de Béjaïa. Moi, je vous pose des questions d'économie. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de poser des questions d'économie à un économiste digne de nom. Donc, comme vous avez l'expérience sur la gestion des services publics, donc, vous avez évoqué lors de votre exposé qu'en quoi les caractéristiques de l'économie nationale, vous avez évoqué le problème de l'eau, n'est-ce pas? Vous avez dit que nous disposons de 470 mètres cubes par an pour l'Algérien. Alors nous sommes dans une pénurie absolue. Donc, du moment que vous avez exercé, c'est-à-dire vous avez le pouvoir de gérer des services publics à l'époque, est-ce que, c'est-à-dire, pourquoi les gouvernants refusent de prendre des mesures pour corriger les déséquilibres? Parce qu'un pays qui est exposé à la rareté absolue de l'eau, je pense juste des modifications dans les choix de culture à cultiver pourraient avoir des conséquences importantes. D'une part pour la population locale, parce que c'est un produit de consommation par excellence, il alimente des populations directement, mais aussi, et ça pourrait avoir des conséquences importantes pour la balance commerciale du pays. Du moment que vous avez dit tout à l'heure qu'en quoi la balance commerciale du pays est déficitaire, n'est-ce pas? Donc pourquoi vous n'avez pas agi au moment opportun pour remédier un peu à cela? Parce que l'eau en Algérie est une ressource rare, vulnérable, mais de l'autre côté est un vecteur de développement. Pourquoi vous n'avez pas mis l'accent sur ce problème-là? Merci. Juste 30 secondes. Parce qu'il y a beaucoup d'autres intervenants. Non, mais c'est un problème pointu, quoi. Je pense que vous avez posé votre question, s'il vous plaît. Gentiment. Le prochain, s'il vous plaît. Je vous remercie, monsieur Ben Bitour. Il y a des gens qui ne vont pas intervenir, vous savez. Hein. Merci beaucoup de votre compréhension. Bon, Azul Flaouane, مرحبا بك monsieur Ben Bitour, مرحبا c'est l'assistance Nina. Monsieur Ben Bitour, je vais vous faire un petit rappel juste historique. Ça fait 20 ans de ça, un certain 99, ça, cette assistance, sinon la moitié de cette assistance a été insultée d'un an, a été traitée d'un an à 2 km d'ici, à la maison de la culture.
par celui qui fut notre président pendant 20 ans. Et tout ça. Je pense votre démission aurait-tu été auparavant démissionner avec cette population qui a dit non, parce que cette population a réclamé juste des comptes à ce, ça veut dire à ce candidat au présidentiel. Tout simplement, elle a demandé des comptes. En 99, il y avait un jeune avec un pancarte, Monsieur Bouteflika, oui, on est où avec votre dossier devant la Cour des comptes? Et tout ça, merci. Il y a quelqu'un d'autre qui a été appelé. Il a donné des noms à Ahmed. Ah, d'accord. C'est bon Je crois que c'est bon, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon. Donc, toutes nos excuses à ceux qui se sont inscrits. Mais je pense qu'on a eu justement dans les réponses pas mal d'explications qui permettent donc de se faire une idée quand même. Je le souhaite en tout cas. Donc je vais essayer pour vous libérer, vous aussi, parce que vous avez besoin d'aller faire autre chose que m'écouter. Oui, le micro, oui, pardon. C'est juste pour que je puisse... Alors, la question de justice sociale et système de gouvernance libérale. Je voudrais vous rappeler seulement, parce qu'il faut, pour ne pas trop m'allonger sur la question, que le pays où il y a la justice sociale la plus développée, c'est la Suède. La Suède est un système économique libéral. Donc, il n'y a pas une contradiction entre la justice sociale et l'économie libérale. La justice sociale est une question de redistribution du revenu. Donc, le plus important, c'est avoir le revenu et avoir des politiques de redistribution. Ce n'est pas parce qu'on est dans un système libéral qu'on ne peut pas avoir une bonne redistribution du revenu. L'Espagne et le Portugal étaient plus souvent, parce que l'Espagne et le Portugal étaient des systèmes autoritaires, et l'armée portugaise, par exemple, lorsqu'elle a vu les guerres de libération nationale en Afrique, par exemple en Angola, ils ont compris qu'il fallait changer. Et ils avaient eu ce fameux programme démocratisation, développement. Il y avait 3 D, démocratisation, développement et un autre D. Et ils ont pris quand même 15 ans. Non, pardon. 10 ans, de 74 à 85, pour mettre en place un système démocratique total. Et il y a aussi, c'était la condition d'accéder à l'Union européenne. La même chose pour le Portugal. Vous le savez très bien que le Portugal avait vécu une situation un peu analogue à notre... l'Espagne, pardon, a vécu une situation un peu analogue à la nôtre, puisque le roi Franco était malade, et chaque jour on dit il est mort, il n'est pas mort, et ça a duré des années avant qu'il puisse y avoir les changements. Donc c'était des modèles européens qui ont fait un changement, et l'armée a compris qu'il fallait laisser la place au peuple, et ça s'est très bien marché. Comment bénéficier du potentiel humain? Donc, encore une fois, c'est d'abord avoir une gouvernance qui ait le savoir nécessaire pour pouvoir profiter de cette nouvelle phase mondiale qui est l'économie du savoir. Et lorsqu'on a mis en place l'économie du savoir, les choses iraient correctement, je pense. Peut-être que je suis un peu fatigué, je n'arrive plus à trouver les bonnes réponses. Oui, la gestion de l'eau. Bon, moi, j'ai toujours été contre, par exemple, la culture du blé avec l'arrosage. Parce que le blé consomme beaucoup d'eau, utilise moins de main-d'œuvre, et les rendements sont bons la première année, mais dès la 3e année, ils tombent complètement. Donc, il vaut mieux faire en sorte qu'il y ait de meilleurs rendements dans les pays à blé, le Cereso dans la Tiaret, ou le Oued Znati du côté de Constantine, qui ont des rendements très faibles, alors qu'ils peuvent avoir des rendements jusqu'à 35 quintaux à l'hectare. Il vaut mieux travailler là-bas qu'au Sahara. Il faut mieux utiliser, par exemple, la fleur, parce qu'elle s'exporte bien, elle apporte beaucoup de valeur ajoutée, et elle utilise beaucoup de main-d'œuvre, et elle consomme moins d'eau. Là aussi, il y a une grave erreur. On dit au Sahara, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau sur l'ensemble du territoire, mais tout ce qui est sous les dunes n'est pas disponible. Tout ce qui est loin des oasis n'est pas disponible. Donc,
Et globalement, comme je vous l'ai dit, nous sommes en pénurie absolue des eaux. Démission. J'ai oublié qu'est-ce qu'il y avait derrière la question de démission. Oui. J'avais oublié qu'est-ce qu'il y avait derrière la question de démission. J'ai noté... Non? Non? Quand vous n'avez pas démissionné. Non, alors peut-être qu'il a été mal compris. Moi, j'ai dit d'abord, on m'a proposé d'être le chef du gouvernement qui prépare les élections présidentielles de 99 et je me suis excusé de le faire. D'accord? Pour ne pas dire, je ne l'ai pas fait, tout simplement. Ensuite, je vous ai dit que c'est avec beaucoup d'insistance que j'ai accepté de travailler avec le chef de l'État. Nous avons eu une réunion ferme d'âne, Bad al-Maghreb, sans le ftor, pendant 5 heures, avant que je n'accepte. Vous comprenez bien que ce n'est pas accepté aussi facilement, j'ai posé les conditions, et puis quand j'ai vu que ces conditions n'étaient pas respectées, j'ai démissionné, tout simplement. Et donc, je voudrais bien vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez offert de partager un certain nombre d'idées avec nos camarades. Et je souhaite grand succès à ce grand mouvement qui est en train de faire de l'Algérie un pays de référence, celui des marches des vendredis et des autres jours. Et j'espère plein succès. Et encore une fois, je termine en disant toute ma disponibilité pour apporter ma contribution. Et c'est tout. Merci.